Salut, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 18 février 2024. Je suis désolé pour le petit retard. Le Web Journal d'aujourd'hui est inhabituel et j'ai passé beaucoup de temps en montage et je me suis rendu ça à la fin. J'arrivais pas. Je suis 5 minutes en retard, donc 17h22. Donc aujourd'hui, c'est ça. C'est un Web Journal inhabituel. Je pense que c'est... je prendrai pas le crédit, je dirais pas que c'est un des web journaux les plus importants parce que c'est pas moi qui est nécessairement la source de l'information ici. C'est Mike Benz. En fait, c'est la dernière entrevue de Tucker Carlson après l'entrevue Poutine. Vous savez comment ça fonctionne sur les réseaux sociaux, dans les médias, etc. C'est-à-dire, à partir du moment où est-ce que tu as un super bon web journal ou tu as une super bonne entrevue, tu fais un demi-milliard de vues, peut-être même 1 milliard de vues, ton nom est partout, sur toutes les lèvres sur la Terre. Tout le monde va regarder l'entrevue que tu fais après. Tout le monde est comme sur le bout des orteils. Il va savoir qu'est-ce qu'il va faire après. Et c'est pour ça que l'entrevue de Mike Benz que Tucker Carlson a réalisée, qu'il l'a probablement réalisé avant, mais qu'il l'a produite après Vladimir Poutine, c'est pour cette raison-là que le timing est important et qu'elle est importante. Hein? C'est parce que tu obtiens de la visibilité avec Vladimir Poutine. Finalement, il n'y a pas eu beaucoup de contenu dans l'entrevue avec Poutine. C'est ça que j'ai dit. C'était une opération de relations publiques. La partie contenu vient après. Et oh my God, quel contenu dans cette entrevue avec Mike Benz. On a ici... finalement, la connaissance de la connaissance, finalement, métaconnaissance du conflit de la Troisième Guerre mondiale. On comprend finalement, c'est comme le brouillard élevé, on comprend tout ce qui s'est passé depuis le Brexit, l'élection de Trump, la collusion avec la Russie, la censure, la militarisation d'Internet, l'OTAN, etc. Et on comprend dans cette entrevue-là avec Mike Benz, finalement, qu'on n'est plus en démocratie, qu'on est sous occupation militaire, que nos gouvernements ont été pris en charge par l'OTAN, que les élections sont bidons, finalement, etc., etc., qu'on est sous occupation militaire, essentiellement. C'est extrêmement subtil, mais c'est ça, là. Parce que l'OTAN, en 2015, 2015-2016, a changé sa doctrine pour pouvoir mener des opérations hybrides sur ses propres populations et les opérations de changement de régime et de manipulation d'élections qu'elle menait à l'extérieur de sa zone, tu sais, des coups d'État dans le monde, de changement de régime, etc., eh bien maintenant, elle les mène sur le territoire. Changement de régime, manipulation d'élections, etc. Et là, on comprend un peu l'élection par exemple, toutes les ratées électorales, Marine Le Pen, les votes qui font comme ça en direct à la télévision, l'élection de Legault, tous les glitches et tout ça, c'est comme ça. Ça donne un sens à tout ça. En tout cas, et donc, j'ai écouté et réécouté à plusieurs reprises l'entrevue. J'ai pas eu beaucoup de temps, hein, et j'ai découpé comme 7-8 clips qu'on va regarder ensemble, que je vais commenter, je vais additionner je veux dire, des réflexions, etc. Je vais les traduire. Je vais demander s'il y a des gens qui veulent traduire ces clips-là. Je les mettrai sur Telegram en version originale. L'entrevue aussi sera en version originale sur Telegram. Abonnez-vous à ma chaîne Telegram, là, parce que j'ai pris le forfait Premium là, qui est payant, mais qui permet plus de diffusion de contenu et des vidéos plus lourdes, etc. Donc, Telegram, c'est une excellente plateforme pour partager les contenus. Et donc, je vais mettre les liens de ma chaîne Telegram partout sur toutes les plateformes. Abonnez-vous à ma chaîne Telegram. Et donc, ça serait bien que ce soit finalement traduit, tout ça, parce que les gens doivent comprendre. Ça, c'est le genre de connaissance, comme je dis, c'est de la métaconnaissance, de la connaissance de la connaissance, de tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a vécu depuis plus que la COVID, depuis l'élection de Trump, mais après la COVID. Tu peux connaître chacun des sujets individuellement. Tu peux savoir que ils ont volé l'élection, il y a eu de la manipulation avec les bulletins de vote par correspondance et tout ça. Ou la COVID, ils ont manipulé les vaccins, etc. Mais ça ici, ça vient juste tout expliquer. Ça vient montrer qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça, et c'est l'OTAN. Et là, je vais dire, je ne suis pas suicidaire. Je suis en parfaite santé et puis voilà. Oui, je suis nerveux, effectivement. Je suis nerveux.
parce que c'est gigantesque. Moi, j'en reviens juste pas de ce qu'il a révélé sur le truc de Tucker Carlson, c'est-à-dire qu'on est rentré à l'ère de l'État total. On est rentré dans l'État total, l'État totalitaire. On est vraiment dans le meilleur des mondes, 1984, etc. Parce que les gens ordinaires, les normies, pensent qu'ils sont dans un système démocratique alors que tout ça est géré par des militaires. L'OTAN gère les élections maintenant partout dans la zone atlantique, gère les médias, etc. Tout le paravent d'objectivité et de médiatique, c'est faux. Les fact-checkers, tout ça, ça a été mis en place littéralement par l'OTAN, là. Ça a été mis en place littéralement par l'OTAN. Il y a eu des changements de doctrine dans l'OTAN. On va voir tout ça. Et on est arrivé donc à l'ère de l'État total. Comme, d'ailleurs, c'est intéressant parce que justement, dans Géopolitique profonde, le numéro 10, il y a un article sur l'État total par Laurent Ozon. Très, très, très intéressant, hein, d'une dizaine de pages. Il va en profondeur, avec beaucoup d'éléments, beaucoup de citations, etc. Donc, on mettra les liens pour Géopolitique profonde. Et, entre parenthèses, justement, on a vu Stéphane Bureau faire une apparition dans les nouveaux locaux de Géopolitique profonde à Paris, le studio de Géopolitique profonde. Je vous avais dit, hein, c'est pas juste une revue qui devient collectionnable comme le genre National Geographic, c'est aussi... commandite des conférences. Ils ont maintenant un studio avec des invités, etc. Ça va devenir un joueur majeur dans la réinformation. C'est ça. Donc, c'est important de les soutenir. Je pense qu'ils font un excellent travail. Voilà. Donc, mais à l'ère de l'État total, et ça vient aussi renforcer ce que je disais avec Valérie Bugeaud dans mon entrevue avec... Pas ce que je disais, ce qu'elle disait. Valérie Bugeaud, dans mon entrevue avec elle, il y a à peu près 2 ans, elle expliquait qu'on n'était plus dans un état de droit. On n'est plus dans un état de droit. Le droit a été suspendu en France et on est dans quelque chose de complètement différent. Bien, c'est ça. L'entrevue de Mike Benz avec Tucker Carlson, c'est l'entrevue, c'est le morceau d'information le plus important sur lequel je suis tombé depuis le début de Radio-Québec, selon moi. Okay? Et donc, ça ne sera pas, comme je dis, ça va être un web journal qui va surtout être orienté à présenter ce qu'il a dit et commenter là-dessus. Et je ne suis pas le seul, hein, qui a trouvé ça fantastiquement intéressant. Il y a Elon Musk qui l'a retweeté. Hein, et dit la liberté d'expression est le ciment de la démocratie. C'est pour ça que c'est le premier amendement. Et puis là, il fait référence à cette entrevue-là. Mais il y a aussi cette autre personne-là, Scott Adams, dont je vous ai parlé à plusieurs reprises. C'est lui qui a fait en sorte, qui m'a un peu poussé à partir. J'ai comme 2 influences, disons. J'ai comme Andrew Breitbart et puis j'ai Scott Adams. Andrew Breitbart, c'est plus comme... c'était une motivation, là, comme d'aller en guerre contre l'establishment. Ça vient d'Andrew Breitbart. Mais Scott Adams, c'est le coup de pied derrière le cul. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours eu peur de l'échec, de parler en public et tout. J'ai une personne gênée et tout. Et Scott Adams, c'est quelqu'un qui est un spécialiste en hypnose, en relations publiques. Ça a été le premier à prédire que Trump allait être élu en 2015. Tout le monde riait de lui et tout ça. Et lui, il avait vu comment Trump parlait. Et puis j'en ai parlé à plusieurs reprises. Et Scott Adams dit, il a pensé la même chose que moi. J'ai vu son tweet. Après avoir vu l'entrevue de Tucker Carlson, je suis tombé sur le tweet de Scott Adams qui dit « This is the most extraordinary thing I've ever seen ». C'est la chose la plus extraordinaire que je n'ai jamais vue. Et j'ai eu le même sentiment que Scott Adams, c'est-à-dire que ce que Mike Benz a révélé, c'est la chose la plus la pièce, comme je l'ai dit, le morceau d'information le plus extraordinaire sur lequel je suis jamais tombé, vraiment un lingot d'or qui explique tout. OK? Il dit, je n'exagère pas, c'est comme un trip de champignons. Comme quand tu prends les champignons magiques, puis c'est comme tu... Voilà. Il dit, faites du vide dans votre horaire ce soir et écoutez ça. Je ne pouvais pas juste comme passer à côté. Le problème de cette entrevue-là, c'est qu'elle arrive en même temps que le meurtre de Navalny. Hein, et donc, il va falloir que je fasse un commentaire là-dessus. Il y a plein de choses qui se sont passées depuis une semaine. Du côté de Trump, le Russiagate, le Obamagate revient. Hein, on pensait que c'était terminé avec Durham qui avait rendu son rapport. Il n'y avait rien qui s'était passé. Mais j'avais dit à ce moment-là,
J'avais dit, il a laissé intact tout l'aspect politique. Il s'est concentré juste sur le FBI et il a laissé intact tout l'aspect politique. Vous vous rappelez de ça dans ce web journal il y a à peu près 8 mois? Et donc, tout ça, on va traiter ça. Je vais faire un web journal mercredi où est-ce qu'on parlera de toutes ces choses-là, de tout ce qui s'est passé. Mais là, je vais aborder rapidement Navalny parce que de toute façon, je pense que tous ceux qui... sur Internet, sur Twitter, je pense qu'on a tous compris qu'est-ce qui se passait. On est rendu suffisamment armé informationnellement pour comprendre que c'est une manipulation incroyable. Ça faisait pas comme 4 ou 5 heures que l'annonce de son décès avait été faite, qu'on disait tout de suite que c'était Poutine qui l'avait tué en cœur, la totalité du bloc. Mais pour comprendre, encore une fois, pour comprendre pourquoi tous les chefs d'État de la région atlantiste disent la même chose, il faut comprendre le gouvernement militaire. Encore une fois, tout ça revient à l'entrevue de Mike Benz. C'est pourquoi ils sont tous entrés dans les... ils ont tous le même mantra, etc. C'est parce que c'est pas eux qui dirigent. Les gens pour lesquels on vote, c'est pas eux qui dirigent. On est sous gouvernement militaire. Et donc, c'est ça que je dis finalement, c'est que ça explique, cette entrevue-là explique absolument tout ce qu'on a vécu. C'est-à-dire le COVID, l'opération COVID, de fermer le monde entier. C'est une opération militaire, finalement, de l'OTAN contre Trump. Demandez-vous pas après pourquoi Trump veut fermer l'OTAN. Et ils sont en train de le faire. C'est Trump, Poutine sont en train de fermer l'OTAN. Là, ce que vous voyez, c'est les derniers soubresauts de cette organisation. Je l'explique depuis longtemps. Hein? Et quand Trump a dit, il faut mettre, encore une fois, ce que Trump a dit, juste après l'entrevue de Tucker Carlson avec Poutine, Trump, il va d'une salve, il dit si vous ne payez pas, je vais laisser la Russie vous attaquer. Puis là, tout le monde a réagi. TVA Nouvelles, Mario Dumont, tout le monde dit que Trump est un danger, etc. C'est ça, c'est parce qu'ils vont, de toute façon, on va mettre un terme à ça, parce que l'OTAN est devenu une menace à la paix et aux populations des pays de l'OTAN. L'OTAN a changé de doctrine. C'est ça essentiellement ce que dit Mike Benz, là, c'est que l'OTAN a changé de doctrine en 2016. Avant, ils s'étaient projeté la force vers l'extérieur de l'Alliance Atlantique. Et à partir de 2016, il y a eu un changement de doctrine où est-ce l'OTAN se retourne contre ses propres populations et mène une guerre hybride contre ses populations. Et ce qu'on voit là, c'est ça finalement, c'est... Comme par exemple la COVID-19 et tout ça, c'est le grand reset, le Russiagate, le vol de l'élection 2020, la révolution colorée aux États-Unis. Hein, 2020, c'était une révolution colorée aux États-Unis. C'était une insurrection, c'était une révolution colorée. Ça a été mené par des gens qui viennent de ces think tanks-là, le Aspen Institute, le Atlantic Council. Et ça a été piloté comme ça, comme une révolution colorée. Sauf que ce n'est pas une révolution colorée à l'extérieur des États-Unis, c'est une révolution colorée à l'intérieur des États-Unis eux-mêmes contre un président dûment élu. Toute la censure sur Internet, etc., tout ça vient du même endroit. Et l'entrevue de Mike Benz fait le lien, tous les liens, c'est comme, tout ça, le COVID, Grand Reset, Russiagate, les élections, la censure, c'est tout comme des points disparates. On argumente sur chacun des points, là, ciel, la censure, Radio-Québec s'est fait censurer de... Puis après ça, c'est comme, toc, 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 toc. Il fait les liens avec tout ça, puis montre d'où est-ce que ça vient. Ça vient du changement de doctrine de l'OTAN. Alors, on s'en va vers ça. On est sous règne militaire et on est en train de vivre une inversion complète de la démocratie parce que les élections ne comptent plus, les médias sont contrôlés, etc., etc., etc. Okay. Alors, finalement... quand on écoute ça, on comprend que tout ça n'était pas un complot. Hein? Je veux dire, il y a eu, il y a eu de la politique, c'est-à-dire, en fait, c'était pas du complotisme. Vous comprenez? On avait raison de se questionner et de dire qu'il y avait anguille sous roche dans tout ce qui se passait et qu'il y a un point unificateur à tout ce qu'on est en train de vivre et c'est ça qui l'a révélé. C'est ce point unificateur-là de tout ce qu'on est en train de vivre. Et la source du problème, c'est l'OTAN. J'en reviens pas que je dis ça, mais moi, j'ai étudié à la chaire Raoul Dandurand. J'étais pro-OTAN. À l'époque de la Yougoslavie, je me rappelle d'une de mes réponses dans un des cours à la maîtrise en sciences politiques. Justement, j'étais stagiaire à la chaire Raoul Dandurand. Et il y a quelqu'un on était en train de... C'était tout ça?
C'était juste après ça, en 2001 ou quelque chose comme ça, ou je me rappelle, autour de fin des années 90, début des années 2000. Et quelqu'un avait dit, genre, on peut pas bombarder les pays forcés. Puis là, j'avais dit, oui, on peut, genre, les forcer en les retournant à l'âge de pierre. J'étais pro-américain, puis j'étais pro-OTAN et tout. Et c'est comme j'étais pro-indépendance du Québec et tout. Mes positions ont tellement changé là, suite à tout ce qu'on a vécu. Et là, j'en reviens pas. C'est ça que je voulais dire, c'est que j'en reviens pas d'arriver à un point où est-ce que je dis que l'OTAN est une menace. Et j'arrive au même point que Trump, qui veut couper le financement à l'OTAN. Rappelez-vous, là, quand il est arrivé en 2016, quand il disait vouloir couper le financement de l'OTAN. Et Flynn, justement, qui a rendu public, qui est en train de rendre public un film, on a vu des courts extraits, où est-ce qu'il dit que la guerre est un racket et qu'on est constamment en guerre. Et il met en garde contre, exactement comme Eisenhower, contre le complexe militaro-industriel. Rappelez-vous cette phrase du président Eisenhower, juste avant, dans son allocution, juste avant de quitter ses fonctions, il dit « Beware of the military-industrial complex ». Faites attention au complexe militaro-industriel. Ben, c'est ça. C'est ça que nous révèle Mike Benz dans son entrevue avec Tucker Carlson. C'est l'étendue de la prise de contrôle du complexe militaro-industriel. Et la connaissance de ça explique, encore une fois, explique tout. C'est comme, tu peux être un spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale, connaître le débarquement de Normandie, la Stalingrad, la bataille de Kursk, et puis, Monte Cassino en Italie, El Alamein avec Rommel et tout ça. Et puis après ça, tu peux savoir qu'à partir de la fin 42, début 43, les Alliés avaient décodé le code allemand et puis la guerre était terminée. Tiens, ça, c'est le thème du film, le jeu de l'imitation, là, avec la machine de Turing. Ils avaient décodé le code allemand et après ça, c'était juste, comme il le dit à la fin du film, c'était juste comme se rendre, finir la guerre sans donner d'indices aux Allemands qu'ils avaient cassé le code, mais ils avaient cassé le code. Et puis, et donc, il n'y avait aucune... à partir de ce moment-là, fin 42, début 43, il n'y avait plus aucune surprise pour les Alliés. Ils savaient que c'était terminé. Ils avaient aussi brisé le code japonais. Hein. Ils savaient très bien que Pearl Harbor s'en venait, tout ça. Ils avaient enlevé leur défense antiaérienne. Ils avaient juste mis leurs vieux bateaux sur place. Ils avaient juste besoin d'un casus belli pour entrer en guerre contre le Japon, pour que le Japon les attaque, entre en guerre contre les États-Unis, pour que le Japon cesse d'attaquer la Russie, parce qu'il y avait une grosse guerre Japon-Russie et les Russes avaient plein de troupes du côté japonais. Et le fait que le Japon attaque les États-Unis, ça a fait en sorte que le Japon a cessé ses hostilités contre la Russie et les troupes russes ont pu finalement retourner sur le front de Moscou et détruire la Wehrmacht à l'hiver 41, décembre 41, début 42. Il y avait le siège de Leningrad, il y avait Moscou qui était... et donc, ben, c'est ça, tu sais, là, je m'écarte, je m'égare, mais c'est ça. Et finalement, ce qui avait fait échouer l'opération Barbarossa. Finalement, c'est Pearl Harbor qui a essentiellement fait échouer l'opération Barbarossa. Mais je m'égare, là. Alors, donc c'est ça. Mais le problème, c'est qu'il y a Navalny, puis là, tout le monde va dire il faut que tu dises quelque chose sur Navalny. Mais je parlerai donc de ce petit groupe qui a tenté de prendre le contrôle du monde avec la pandémie de COVID-19, etc. Un petit peu dans 5... Juste quelques mots rapidement sur Navalny, parce que tout le monde a compris, tout le monde qui est réveillé a compris. Le gars, c'était essentiellement justement un agent de la CIA ou du MI6, c'est pas clair, qui était... ça a commencé comme un opposant russe ordinaire près des milieux nationalistes d'ultra-droite qui font des saluts nazis. C'est pas un montage. J'ai l'entièreté du vidéo de ce reportage-là. C'est à la marche du 4 mars. Il est allé, les gens faisaient des signes nazis, etc. Et puis, lui appuyait ça. Donc, c'est exactement comme dans l'habitude de Justin Trudeau et d'appuyer les mouvements néo-nazis comme en Ukraine, etc. Donc, il y a une vidéo de lui où on le voit en train de... Mais en fait, c'est pas lui. Hein. En fait, sur la vidéo, c'est pas lui. C'est son directeur du financement. C'est Vladimir Ashurkov. Et là, il y a un agent anglais. Georges Papadopoulos donne le nom de l'agent. Je ne me rappelle plus c'est quoi, l'agent du MI6 qui propose 20 millions de dollars pour partir une révolution colorée. Est-ce que je vous mets le clip rapidement, juste pour vous montrer? Je ne vais pas passer de temps. Je reviens à Mike Benz rapidement, là. Donc, on lui propose 10 ou 20 millions de dollars
pour partir une révolution colorée en Russie. C'est un agent étranger, là, Navalny. C'était l'agent des services de renseignement occidentaux. Et donc, et il a été impliqué dans des histoires de corruption, notamment avec la firme Yves Rocher en France, des histoires d'argent et tout. Donc, il a tenté de partir une révolution colorée en Russie, la révolution verte. J'avais plein de... Il se peinturait la face en vert et puis... il s'était supposément fait attaquer avec une substance chimique, un peu comme en 2004, en Ukraine, justement, là, un des candidats pro-occidentaux s'était fait attaquer avec un truc chimique. Ça avait changé son visage. Tout le monde s'était pris d'affection pour lui. Il avait finalement été élu. C'était un peu la même chose. J'ai reçu une attaque. Et là, on part une révolution colorée. Cette fois-ci, la couleur vert, c'est pas... Mais donc, tout ça arrive, et encore une fois, c'est exactement comme... C'est exactement comme Assad. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Comme Assad, les Occidentaux essayaient de renverser Assad pour une multitude de raisons. Israël avait ses raisons, les compagnies pétrolières avaient leurs raisons. Avec un pipeline, Assad ne voulait pas céder du territoire sur les pipelines qui allaient passer là et tout et tout. Et donc, il fallait renverser Assad, malgré le fait qu'il était allé à l'Élysée, il avait serré la main de Sarkozy, c'était les meilleurs amis. Là, on voulait lui planter un couteau dans le dos et on a essayé de le renverser. On a créé l'État islamique pour détruire le pays. La CIA a créé l'État islamique pour détruire le pays. Et Obama a dit, si Bachar el-Assad utilise les armes chimiques, eh bien ça, c'est la ligne rouge qu'il ne doit pas franchir, c'est la ligne rouge. Et s'il franchit cette ligne rouge-là, nous allons intervenir en Syrie. Et tout le monde sait qu'est-ce qui s'est passé en Irak, qu'est-ce qui s'était passé en Libye avec Kadhafi, etc. Et c'est-à-dire qu'à partir du moment où les États-Unis interviennent, on ne survit pas à une intervention américaine. Et là, Assad avait accepté la venue d'observateurs internationaux en Syrie. Je fais beaucoup de parenthèses aujourd'hui, mais Assad avait accepté beaucoup de la venue d'observateurs étrangers, les inspecteurs de l'ONU bientôt en Syrie pour enquêter sur les armes chimiques. Et à partir du moment où est-ce qu'ils sont arrivés à Bagdad, tout d'un coup, il y a eu une attaque chimique, hein, la Ghouta Chemical Attack. Et là, tout le monde a dit, Bachar el-Assad a déclencher une attaque chimique. L'imbécile aurait déclenché une attaque chimique alors que les inspecteurs étaient sur place pour déclencher une intervention américaine. Alors, c'est une question de timing. On cherchait à le coincer et puis et c'est la même chose avec Navalny, c'est-à-dire que le timing est absolument incroyable alors que les Russes gagnent la partie de relations publiques sur toute la ligne, notamment avec la chute d'Avdiivka. Hein, la ville qui est tombée d'une façon absolument incroyable. Les Russes sont rentrés dans un tuyau, se sont infiltrés dans un tuyau de 2 kilomètres qui a contourné les lignes ukrainiennes, un tuyau de service là, avec des produits chimiques et tout. Puis ils sont sortis dans un quartier résidentiel et puis c'est là que ça a commencé. Donc la chute, ça a provoqué la chute et ça a pris 2 semaines, 3 semaines après ça. La grosse ville est tombée, Avdiivka, qui était la 4e plus grosse ville après Severodonetsk, après Mariupol, après Lysychansk. Mais là, c'est pas Lysychansk, Bakhmut. Et là, c'est Avdiivka. Donc, ce sont des gros revers politiques. Et il y a aussi cet affaiblissement, cet essoufflement de l'aide occidentale. Et ça prenait quelque chose pour relancer l'aide occidentale, relancer les dépenses militaires de l'OTAN, alors que les populations, partout, les camionneurs, les agriculteurs, tout le monde crève de faim, on est obligé de prendre sa douche à 2, baisser le chauffage, la sobriété énergétique, parce que tout l'argent va en Ukraine, les gens sont fatigués, ça prenait quelque chose comme ça pour relancer les dépenses de l'OTAN. Et c'est ça, ça intervient alors que Vladimir Poutine gagne une victoire politique, une victoire sur le plan des relations publiques et qu'il y a aussi la chute d'Avdiivka, etc. Tout d'un coup, il y a cette mort de Navalny, alors que Navalny faisait à peine genre 1 ou 2 quand il s'est présenté lors des élections, il faisait à peine 1 ou 2 Le cas était réglé, il était oublié dans une prison en Sibérie. Et là, il l'aurait tué au moment où il triomphait sur le plan des relations publiques. Ça n'a absolument aucun sens. Et sa mort arrive au moment où il faut renégocier toutes les ententes, c'est-à-dire
à la conférence de Munich pour la sécurité, la conférence pour la sécurité à Munich, où la femme de Navalny était invitée. Pouvez-vous imaginer, le jour où il décède, sa femme était comme par hasard invitée à une conférence sur la sécurité en Europe. Et là, il décède et là, elle prononce un mot et elle va serrer Nancy Pelosi au moment où il fait la tournée, Zelensky fait la tournée des chancelleries pour obtenir plus d'argent, les accords de coopération. Zelensky avec Scholz en Allemagne, Zelensky avec Macron, accord de coopération, on envoie de l'argent là-bas. Et comprenez que ça prenait quelque chose comme ça pour justifier tout ça. OK? C'est de la grosse manipulation crasse pour relancer les dépenses de l'OTAN. Et continuer la guerre, continuer le racket de la guerre, comme dit Mike Flynn. Les compagnies de défense, les contracteurs de défense, etc., ont besoin de cet argent-là, comme Dassault, hein? La compagnie Dassault, qui détient le groupe Dassault. C'est un contracteur de défense, parmi, je pense, les plus gros contracteurs de défense français, qui possède le journal Le Figaro, où travaille Mathieu Bock-Côté, où Mathieu Bock-Côté est chroniqueur. Et là, Le Figaro fait un sondage. Après la chute d'Avdiivka, l'Europe doit-elle accentuer son soutien à l'Ukraine? Et là, ça a commencé avec 60 %. Ça a diminué parce qu'on a partagé le sondage un peu. Il y a un algorithme, comme les élections là, aux États-Unis, comme les élections avec Marine Le Pen, les chiffres qui changent, là, il y a un algorithme qui gère le sondage. Et là, il y a quelqu'un sur Internet qui a trouvé ça ici. Il a fait 2 captures d'écran, 16h23 et 16h24. Regardez ça ici. Donc, 16h23, il y avait 76 315 votants. Et 1 minute plus tard, il y avait 2100 votants de moins. 74 229 votants. Alors, en 1 minute, il y a 2000 votes qui ont été effacés dans ce sondage-là. Ils font ça. Ça participe justement de cette structure de l'OTAN qui manipule les élections, qui change les résultats du vote, qui en direct à la télévision. Hein, le groupe Dassault. Et après ça, on publie dans Le Figaro la majorité des Français favorables à une poursuite de l'aide à l'Ukraine. Vous voyez comment on manipule les gens avec des sondages, avec des algorithmes et tout. C'est exactement ça dont parle Mike Benz, justement. Okay? Alors, je vais peut-être revenir. Donc, c'est de la manipulation crasse, tout ça. Le timing, juste bon. Quand on pose la question cui bono, pour qui c'est bon, à qui profite le crime, bien, il y a juste une personne, il y a un groupe pour qui c'est bon, c'est l'OTAN, le complexe militaro-industriel. La Russie n'a pas besoin de ça. Tu tues sans aucune raison ton opposant politique principal alors que son cas est réglé et tout le monde l'a oublié. Tu le tues et puis là, tu relances alors que tu viens de faire une victoire informationnelle, tu relances c'est exactement comme le fameux massacre de Boutcha. Alors que les Russes s'étaient retirés, ils étaient sur le point de signer une entente avec Zelensky, mettre un terme à la guerre 1 mois après les hostilités, après avoir essentiellement gagné le conflit, ils encerclaient Kiev. Tout d'un coup, il y a cette espèce d'attaque où les Russes auraient massacré alors qu'ils avaient tout gagné, ils avaient signé la paix et tout. Ouais. Donc, encore une fois, posez-vous toujours la question cui bono, cui bono, cui bono, et ça ne sert la mort de Navalny ne sert qu'aux Occidentaux. Et finalement, on dit qu'il est mort d'un caillot sanguin, mais dites-vous que les Occidentaux n'ont pas eu accès au corps et ont tous dit que c'était un meurtre sans aucune preuve. Ils ont même pas eu accès au corps. Comment peuvent-ils dire que c'est un meurtre alors qu'il n'y a aucun élément qui leur permet de... Où sont les fact-checkers? Quand on dit que Navalny a été tué par Poutine, où est Rudi Reichstadt? C'est carrément une théorie de la conspiration. Poutine aurait tué Navalny. C'est une théorie de la conspiration. Où est, comment je pourrais... Alexis Delancey, Jeff Yates et tout ça, où sont-ils? Hein, les Mendes France et tout, ils sont nulle part parce que ces gens-là sont des extensions de l'OTAN. C'est ça que dit Mike Benz, finalement. Les fact-checkers, c'est comme... Ça fait partie d'une sorte de Skynet, avec l'intelligence artificielle qui censure les posts, là, les messages, les comptes et tout, qui ferme vos comptes, qui vous met en prison Facebook et tout. Les fact-checkers font partie de cette armature-là informationnelle qui a été mise en place à partir de 2016 pour contrer
pour empêcher le changement du monde avec Brexit, tout ça. On y arrive, donc on va y aller tout de suite, là, tant qu'à y être, parce que ça fait déjà quoi, une demi-heure que je suis là, avec les extraits, je ne finirai plus. Il y a des gens qui disent qu'il n'est peut-être pas mort non plus. Hein? Imaginez, Poutine leur sort dans un mois. Ils auraient l'air cons, en esti, parce qu'ils se sont basés sur rien pour dire qu'il était décédé. Hein? Ils n'ont pas vu le corps, ils n'ont pas. Les fact-checkers sont nulle part. Poutine a tué Snopes, là, tu sais. Poutine a tué Navalny. Tu sais. False. Est-ce que Associated Press va faire ou Reuters va faire un fact-check là-dessus? Tu sais. Trudeau a dit que Poutine était un monstre parce qu'il avait assassiné Navalny. Est-ce que Reuters va faire un fact-check là-dessus, sur Trudeau? Non, parce que ce sont des extensions de l'OTAN. Et Trudeau et Reuters sont des branches du complexe militaro-industriel de l'OTAN, etc. C'est la même chose. Et c'est pour ça qu'ils fact-checkent jamais les Global Young Leaders, malgré toute la désinformation, le mensonge, etc. Donc, voici Mike Benz. Qui est Mike Benz? C'est un spécialiste, justement, en censure et en technologie de l'information. Il est le directeur de la Foundation for Freedom Online. Je ne me rappelle pas, en 2020, il y avait une couple de vidéos de lui que j'avais téléchargées. Je ne me rappelle pas si je les ai placées dans un web journal qui parlait justement de l'élection volée, de la censure lors de l'élection de 2020. Et mais je ne me rappelle pas si les clips que j'avais téléchargés se sont rendus jusqu'au web journal. Quelqu'un dit « Prends ton temps », oui. Si les clips, sinon je vais fatiguer trop vite. Là. Il avait fait une série de 6 clips sur Twitter je les avais téléchargés puis qui parlaient du vol d'élection, de la censure, etc. Mais je me rappelle pas si je les avais mis dans un web journal ou non. En tout cas, c'est une figure pas familière, mais je l'avais déjà vu passer, disons, sur Internet. Et finalement, c'est ça, il se présente à Tucker Carlson dans l'entrevue immédiatement après Poutine. Encore une fois, là, vous devez comprendre que le timing est important. C'est pas anodin qu'ils mettent Mike Benz juste après Poutine. Cette entrevue-là a peut-être eu lieu il y a 3 mois. Et Tucker Carlson la place après Poutine pour qu'on comprenne, parce qu'on veut la fin de la guerre, on veut la fin du contrôle militaire sur nos vies depuis 2016, qui s'est accentué depuis 2020 avec la pandémie de COVID, etc. On veut passer par-delà l'OTAN. On veut un nouveau système international. Trump veut un nouveau système international. Poutine, les BRICS veulent un nouveau système international. Les seuls qui résistent à ça, c'est l'État profond, l'OTAN, etc., les agences de renseignement qui vont perdre leur pouvoir. C'est ça qu'il dit Benz, finalement. Il dit que tous les mouvements, on va y arriver là, les mouvements, comme par exemple le Brexit, qui allait créer un effet domino avec le Frexit, le Italexit avec Matteo Salvini à l'époque, en 2016-2017, Matteo Salvini, ça allait mener à un exit de la Grèce, un Germany exit, etc. Il allait avoir un effondrement de l'Union européenne et également, et donc par conséquent de l'OTAN, et des institutions internationales comme le FMI, la Banque mondiale. Sans OTAN, il n'y allait plus avoir le bras armé des institutions comme le FMI, la Banque mondiale pour gérer les finances, contrôler le monde, étrangler les pays. C'est le contrôle de ces gens-là qui s'effondrait avec le Brexit anglais. Et c'est là qu'ils ont comme allumé et qu'ils ont changé de doctrine. Et là, au lieu de faire de la propagande à l'extérieur, dans les pays comme le Kazakhstan ou whatever, ils ont commencé à faire de la propagande en France, en Angleterre. Ils se sont dit, le problème, c'est nos populations. Nos populations sont en train de nous voter à l'extérieur du pouvoir. Si nos populations continuent à voter de façon démocratique, le système va s'effondrer. Il va y avoir des Brexit partout, là. France exit, etc. Et par effet boule de neige, l'OTAN va disparaître sans qu'une balle ait été tirée. Ça va être la fin de l'ordre international qui est en vigueur depuis 1946, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, sans qu'une seule balle ait tiré. Et donc, pour pouvoir opérer cette transformation-là, cette justification-là, ils se sont appuyés sur
les écrits d'un général russe qui avait dit qu'on n'a pas besoin de conquérir. Je vais trop vite, là. J'ai toutes des planches pour ça, mais je suis en train de le dire au lieu de le montrer. Le général russe, Gerasimov, qui avait dit on n'a pas besoin d'attaquer l'OTAN avec de la force militaire. La force militaire ne sert plus à rien. Je me rappelle mon professeur de relations internationales, Dan O'Meara, en 97, disait exactement la même chose, c'est-à-dire la force militaire n'est plus fongible. C'est pour ça qu'on parlait de soft power, tout ça. Et Gerasimov dit un conflit militaire avec l'OTAN, c'est trop coûteux, etc. C'est beaucoup plus productif, disons, mettons ça comme ça, de contrôler les médias et les réseaux sociaux pour changer la mentalité des gens et d'arriver à nos fins, finalement. Et là, quand il a établi cette doctrine-là, l'OTAN dit, voilà, toutes nos institutions sont compromises, les Russes sont partout. Et c'est là que tout est devenu de la désinformation russe, des attaques russes. Il y a des affaires complètement farfelues de présence russe. Ils ont dit que les Gilets jaunes étaient financés par les Russes, que c'est, rappelez-vous, le convoi de la liberté au Canada, Radio-Canada a dit que des Russes étaient derrière le financement du convoi de la liberté. Ils voient des Russes partout parce que c'est la justification pour la sécurité nationale, pour changer les élections, pour contrôler les médias, censurer sur les médias sociaux, etc. OK? Et ça explique tout ce qu'on a vécu. Contrôle de la masse, c'est ça. Ça explique tout ce qu'on a vécu depuis. Ça s'est accentué. Ça a commencé en 2016. Il y a eu l'élection de Donald Trump, puis là, ils sont arrivés avec l'élection de Donald Trump. Il y a eu cette histoire de collusion avec la Russie. Et donc là, les yeux de l'OTAN se sont retournés sur les États-Unis. On commencé, puis après ça. Je vais y aller là, tranquillement, pas vite. Donc, je suis en train de tout faire le web journal. Je suis beaucoup trop excité. Ça va pas, là. Et en plus de ça, j'ai du lait d'amande ici qui fait en sorte que j'ai... Focus. Pense à Joe Biden, ça va te ralentir. Mais vous voyez un peu l'ampleur de ce qu'a dit Mike Benz. Et donc, ce que je veux dire, c'est que finalement, sortez de ce web journal-là, allez écouter directement au moins les premières 20 minutes de l'entrevue. Au moins, c'est un trésor d'informations jusqu'à la fin, mais au moins les premières 20 minutes de l'entrevue. Et on va demander au traducteur de nous... J'ai 8 clips ici, entre 30 secondes et 2 minutes, de traduire ces clips-là qui sont ma sélection. Et je les mettrai sur ma plateforme Telegram. OK? Donc, il commence son entrevue avec Tucker Carlson en faisant une petite histoire d'Internet, un peu comme Vladimir Poutine avec l'histoire des relations avec l'Ukraine. Il fait une histoire de l'avènement d'Internet. Donc, il dit qu'il y a eu 3 phases d'Internet, finalement. Il y avait Internet 1.0, le premier Internet. Et dans chacune de ces phases-là, finalement, l'Internet a toujours été une création de DARPA, hein, c'est-à-dire du complexe militaro-industriel américain. C'est la recherche et du développement par le département de la Défense, le DARPA. C'est DARPA. Donc, au début, c'était les militaires qui se servaient d'Internet et à partir de 1991, après la chute du mur de Berlin, l'Internet est devenu comme public. On a pu commencer à utiliser Internet, tout le monde avec. Puis là, il y avait comme, il y avait des blogs, il y avait des forums de discussion, il y avait des sites Internet, etc. Et c'était la liberté d'expression. Cet Internet 1.0-là a duré jusqu'en 2004. Donc, de 1991 à 2004, c'est Internet 1.0. De 2004 à 2015, c'est Internet 2.0, c'est le nouvel Internet. Et là, c'est l'avènement de Facebook, YouTube, Twitter, etc., où est-ce qu'on a les utilisateurs deviennent des diffuseurs eux-mêmes et on échange entre nous et c'est comme on commente et il y a comme c'est une multiplication d'Internet. Et là, il explique bien que Facebook a été créé en 2004 après, comme une extension du programme du département de la Défense qui s'appelle LifeLog. Hein? Donc, vous avez LifeLog, et ça, j'en avais parlé dans certains de mes webjournaux, LifeLog, qui devient Facebook. LifeLog, c'était le logiciel espion du département de la Défense américain
qui fichait tout le monde. Vous aviez sur LifeLog toute votre vie, les livres que vous avez empruntés à la bibliothèque, les médicaments que vous avez pris, les maladies que vous avez eues, votre dossier médical, les notes à l'école, etc. Tout était, chaque personne sur Terre avait comme un dossier LifeLog, et là, on rentrait les informations là-dedans. Et on voit dans les films, des fois, il y a un espion qui vient te parler, puis il connaît toute ta vie, il te présente un rapport, puis toute ta vie, tes notes de 8e année sont là, et puis... mais ça, c'est LifeLog. En 2004, le 4 février 2004, LifeLog arrête, le Pentagone met un terme à LifeLog, ferme LifeLog, et la même journée, Mark Zuckerberg part Facebook, dépose un brevet pour Facebook. Donc, Facebook est essentiellement une extension de LifeLog. Tout le monde le sait, ce n'est pas un secret de polichinelle, etc., etc. Donc, LifeLog, Facebook, les deux, LifeLog ferme le 4 février 2004 et Facebook commence le 4 février 2004. La différence, c'est que LifeLog, c'était de l'espionnage. On espionnait, le département de la Défense espionnait les gens. Alors que Facebook, ce n'est pas de l'espionnage puisque les gens vont eux-mêmes mettre leurs informations. C'est volontaire. Tu donnes littéralement tes informations au département de la Défense. C'est pas le département de la Défense qui t'espionne, c'est toi qui donnes de l'information. Toutes tes informations personnelles, tes préférences sexuelles, tout genre, tes photos de chat, au département de la Défense. Ils sont capables, avec l'intelligence artificielle, d'avoir un profil parfait de ta personnalité. Donc ça, c'était 2004-2016. Et après ça, Internet 3.0. En fait, ça, Internet 3.0, et là, on parle de la militarisation d'Internet, c'est-à-dire censure. Internet 1.0 et 2.0, il y avait la liberté d'expression, et cette liberté-là d'expression était utilisée comme moyen de puissance de la politique étrangère américaine pour faire des changements de régime, c'est-à-dire que c'était une extension du département de la Défense, du département d'État américain. Internet 1.0 et Internet 2.0 étaient utilisés pour créer des révolutions colorées et renverser des régimes en contournant les médias. Parce que, les régimes autoritaires contrôlent les médias, là, comme par exemple le Al-Sisi en Égypte, là, il contrôle la presse égyptienne. Shevardnadze au Kazakhstan contrôle la presse kazakh, etc., etc. Les dictateurs contrôlent leurs médias. Hein. Les médias sont au service du pouvoir partout dans le monde. Et Internet permettait au département d'État américain de contourner le pouvoir de l'État et de son contrôle avec la presse et avec sous le couvert de liberté d'expression, démocratie, blablabla, finalement de créer des révolutions colorées pour renverser le pouvoir malgré le fait que le pouvoir contrôle la presse. Alors, c'est un outil pour contrebalancer la presse, pour faire renverser des dictateurs, etc., puis mettre en place les gens qu'ils voulaient. Donc, c'était ça, Internet 1.0, 2.0. En 2015, il se passe quelque chose de différent. En 2015, il y a la doctrine Gassimov qu'on va voir. Puis après ça, l'OTAN change son manuel d'opération. Et en 2016, il y a le Brexit qui arrive. Et ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire la possibilité d'un morcellement, d'un effondrement de l'Union européenne de l'intérieur, d'une dislocation de l'Union européenne. Et là, c'est là que l'OTAN, les yeux de l'OTAN arrêtent de regarder ailleurs et se retournent sur les populations d'Europe et par la suite des États-Unis avec Trump et commencent à mener une guerre hybride contre leur propre population. Au lieu de faire des changements de régime ailleurs, on fait des changements de régime ici. On torpille des opposants, on vole les élections, on contrôle la presse, etc. Finalement, on tente un coup d'État mondial avec la COVID-19 contre les populations qui veulent s'émanciper, contre Trump, etc., etc. Okay? Donc ça, c'est la troisième phase. Militarisation d'Internet, censure et chasse à la désinformation avec les fact-checkers de Radio-Canada, l'Observatoire de la désinformation, etc. Ce sont des extensions de l'OTAN. Le ménage du dimanche, ce sont des extensions de l'OTAN. Donc, c'est ça. Clinton, Bush et Obama se sont servis d'Internet pour un outil du département de la Défense américain pour renverser des régimes partout dans le monde.